Bonsoir. Vous participez à ce forum sur la coopération et le renseignement financier. Comment cela se passe-t-il dans les faits? Comment les États travaillent-ils de concert dans ce domaine? Ce sont des échanges entre autorités nationales concernant les enquêtes que nous pouvons mener vis-à-vis des abus de marché. C'est-à-dire, les abus de marché, c'est quoi? C'est des informations fausses qui ont des conséquences déplorables sur les cours d'un certain nombre de titres. Et c'est aussi ce qu'on appelle les délits d'initiés, c'est-à-dire des gens qui ont des informations privilégiées et qui les utilisent pour faire des opérations fructueuses. C'est ce qui se cache derrière ce terme global de criminalité financière. Alors, la criminalité financière, c'est d'une part ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire les abus de marché, et d'autre part, tout ce qui tourne autour du blanchiment. Le blanchiment, c'est quoi? C'est traiter des flux, des fonds qui ont une origine illicite pour pouvoir les blanchir, c'est-à-dire leur donner une apparence licite. Et on voit que les institutions financières au sens large peuvent, s'ils n'y font pas garde, participer et aider à ce blanchiment d'opérations de fonds d'origine illicite. Donc je dirais, pour moi, la délinquance financière, ce sont ces deux éléments-là. Et est-ce que, comme c'est le cas dans de nombreux domaines d'ailleurs, les pays les plus pauvres sont aussi les moins bien armés? Et que font les pays les plus riches pour les soutenir dans ce combat dont il est nécessaire qu'ils soient partie prenante eux aussi? Ce que l'on voit, c'est que ces flux financiers illicites, ils vont souvent, malheureusement, des pays les plus pauvres vers les pays les plus riches. Et donc, naturellement, tout ce que l'on fait dans les pays les plus riches pour combattre ces flux illicites bénéficie en fait aux pays les plus pauvres. Robert Ophèle, l'un des grands enjeux actuels, c'est bien évidemment la lutte contre le financement du terrorisme. Comment s'opère ce combat? Est-ce qu'il est restreint à certaines zones du monde ou pas du tout? Le financement du terrorisme a des caractéristiques très particulières. Lorsqu'on parle de blanchiment, on parle souvent de vastes quantités d'argent qui circulent pour pouvoir être blanchis. Quand on est sur le terrorisme, c'est beaucoup de petits fonds, de petits versements dont il faut détecter le caractère illicite. Et donc, ce sont des techniques qui sont différentes entre le blanchiment et le financement du terrorisme, même si ça concerne les mêmes acteurs financiers qui doivent les rechercher et faire des déclarations aux autorités en tant que de besoin. Est-ce que les nouvelles technologies ont été un apport non négligeable justement dans cette quête de recherche d'informations pour lutter contre le financement du terrorisme, ou est-ce qu'au contraire ça a un petit peu opacifié les choses? Non, l'utilisation des techniques d'intelligence artificielle pour mettre en évidence des circuits étranges qu'il faut analyser plus avant apporte énormément dans cette lutte. L'intelligence artificielle peut détecter des choses bizarres, anormales, qu'il faut essayer de mieux comprendre. Le risque, c'est d'avoir dans ces affaires-là ce qu'on appelle trop de faux positifs. En améliorant nos techniques d'intelligence artificielle, on arrive à réduire le nombre de faux positifs et se concentrer là où sont vraiment les vrais risques. Évoquons, si vous le voulez bien, à présent la question de la transparence fiscale. Les efforts de Monaco, en l'occurrence, depuis ces dernières années, ont payé. Monaco a pris la mesure du problème. Par construction, on le voit ici, Monaco est un endroit où il y a beaucoup de richesses. Et donc, comme il y a beaucoup de richesses, eh bien, les risques, que ce soit de blanchiment, sont significatifs. Et je crois que les autorités de Monaco ont pris la mesure de l'enjeu et ont développé des politiques qui, je l'espère, vont pouvoir d'ailleurs se traduire par des évaluations. Je pense que ces évaluations seront positives et à la mesure des efforts qui sont réalisés ici.
Il est question, lors du forum auquel vous assistez, des crypto-actifs. Qu'est-ce que cela signifie? Ce n'est pas un terme très connu du grand public. Fondamentalement, un cryptoactif, c'est un actif numérique qui est émis et géré sur un système informatique qu'on appelle décentralisé. Derrière cette définition un peu vague, il peut y avoir des réalités très différentes entre un bitcoin derrière lequel il n'y a aucune réalité matérielle. Et puis il y en a d'autres jetons dans lesquels il peut y avoir une réalité matérielle, soit parce que ça représente un droit d'usage sur quelques services, parfois un droit de propriété sur des images virtuelles. Et donc il y a une multitude de réalités derrière cette appellation. Et la seule point commun, c'est que c'est géré sur un système informatique qui est particulier parce qu'il n'est pas centralisé sur un seul ordinateur tenu par une banque ou une institution financière. Oui, c'est aussi en quelque sorte la finance d'aujourd'hui et demain. Enfin, c'est l'une des thématiques qui est chère à l'autorité des marchés financiers que vous présidez. Finance et développement durable peuvent et doivent avoir des destins communs. Je crois que si la finance ne se met pas complètement au service du développement durable, alors nous sommes tous perdus. La transition vers la neutralité carbone demande des investissements massifs. Et par exemple, ces investissements massifs, eh bien, il faut que la finance puisse les réaliser et les rendre possibles. Robert Ophèle, merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec plaisir.